Bon, le succès a été laborieux, on va pas se mentir, évidemment, face à Olympiakos, certes, mais il semblerait quand même, qu'il a eu vraiment un effet très positif, au-delà du sportif et du fait que bah, tu mets fin à une hémorragie de mauvais résultats. L'atmosphère s'est apaisée dans le vestiaire, avec un Chibanzo notamment, hein, qui a pris le taureau par les cornes, si je peux le dire ainsi, qui s'est voilà entretenu avec les joueurs, enfin qui a initié des réunions et qui s'est remis aussi. Il semblerait que ce soit lui qui se soit remis en premier, en tout cas en question par rapport à sa gestion. Bon, ça a l'air d'aller mieux en tout cas à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant. Bah, je pense qu'il fallait le faire. On attendait un pas du club, en tous les cas des mots, des expressions. On attendait que les gens s'expriment. Donc Xabi Alonso l'a fait. Il n'a pas reconnu une crise, mais il a reconnu qu'il y a eu du dialogue. Donc forcément, c'est que les choses n'étaient pas si apaisées que ça. Donc oui, Xabi Alonso est pas monté au créneau, mais je pense qu'il a dit les choses, il a parlé, il a pris le taureau par les cornes, comme tu l'as dit. Florentino Pérez l'avait fait aussi juste auparavant en disant qu'il avait totale confiance en son entraîneur. Donc, quand le boss dit qu'il a confiance en l'entraîneur et que l'entraîneur parle aux joueurs et entre guillemets se remet en question ou essaye de diffuser de bonnes ondes, on peut se dire que oui, on est sur la voie de l'apaisement et que forcément, ce sont des bons signaux. On avait de mauvais signaux jusqu'ici. Maintenant, comme on en a déjà parlé, je pense que ce qui rigera le tout, ce sont les résultats, parce que la gestion au Real Madrid, elle sera toujours complexe. Il y aura toujours des contents, des mécontents. C'est comme ça, c'est la vie du footballeur professionnel et la vie de footballeur pro. Maintenant, si les résultats sont bons, forcément, l'entraîneur sera adoubé et il aura la confiance de sa direction. Si c'est l'inverse, forcément, tout peut partir très très vite en cacahuète de nouveau. Donc, c'est les résultats qui vont juger un petit peu de la bonne osmose ou non du Real Madrid. Et donc, il va falloir enchaîner vite parce qu'il reste encore des déplacements au Real. Il y a encore une période pas très, très rude en termes d'enchaînement de matchs. Donc, ça passe par Girona et une équipe qui est malade, qui joue le maintien, mais voilà, qui va falloir malmener et battre parce que le Real se doit d'enchaîner. Parce qu'aussi derrière en championnat ça revient. Donc voilà, tout est au vert, on va dire, pour essayer de continuer sur cette bonne voie. On verra peut-être après pour le jeu, mais en tout cas pour enchaîner les résultats positifs. On va reparler effectivement du jeu. On parle, mais et t'as raison, tu l'as très bien résumé. C'est vrai qu'on parle vraiment d'une réaction en chaîne. Florentino Pérez d'abord qui discute avec Xabi Alonso la veille du match face à Olympiakos. Xabi Alonso derrière qui en conférence de presse le dit ouvertement. Est-ce que c'était calculé, pas calculé? Derrière, dans le même temps, il exprime le fait qu'il a eu des échanges avec les joueurs. On a eu plus de détails par la suite. Je l'ai développé dans les revues de presse, donc je ne vais pas le refaire ici. Et puis derrière, c'est vrai qu'on a la réaction des joueurs avec premièrement un Kylian Mbappé qui prend la parole après en zone mixte, qui dit il faut protéger l'entraîneur, les joueurs, le staff, il faut qu'on soit unis, etc., etc. Kamavinga dit la même chose. Il y a peut-être d'autres joueurs aussi. Chouameni aussi plus ou moins dit la même chose. Et derrière, ça se conclut entre guillemets par le communiqué là de Fede Valverde sur Insta, sur ses réseaux, où il dit voilà après une période compliquée, des semaines compliquées, beaucoup de bruit, on est plus unis que jamais. Est-ce que tout ça, ça te redonne espoir parce que c'est vrai qu'on a eu cette discussion, en tout cas, surtout moi, je voyais Xabi Alonso presque mort en fait, parce que j'avais la sensation vraiment qu'ils étaient en train de le lâcher et que sans changement drastique, il était foutu parce que si t'as pas les joueurs avec toi, à un moment donné, forcément, t'es foutu et tu peux pas faire grand chose, t'iras pas là où tu veux aller. Est-ce que ça te redonne espoir? J'aime bien la formule je l'ai vu passer dans les commentaires sur l'une des revues de presse. La crise sportive n'est pas terminée, mais par contre la crise sociale, on dirait. On dirait, ça peut aussi être de la com. J'espère que ce n'est pas que de la com, mais comme tu l'as dit, quand les maillons s'enchaînent comme ça, président, coach et joueur, c'est forcément de bons signaux, comme je le disais. Désolé, j'utilise beaucoup l'expression, mais c'est vrai. J'aime voir ça forcément parce que si ça va bien dans la tête de tout le monde, si le groupe est uni, les qualités de chacun, elles n'ont pas disparu. Donc forcément, j'ai l'espoir, en tout cas, qu'à un moment donné, ça pourra fonctionner. Ça va pas m'enlever le fait que je pense que des joueurs sont pas compatibles, que des joueurs sont pas au niveau. Sur l'aspect sportif, ça va pas me faire changer d'avis sur énormément de choses. Maintenant, ça peut caler mieux sur le terrain. Si en dehors, ça va mieux. Donc forcément, oui, ça laisse place au positivisme, c'est sûr. J'espère en tout cas que ça de tout ça va en découdre, pardon, va en découler plutôt des choses positives sur le terrain parce que ça reste le plus important. Et encore une fois, c'est aussi ce qui va gérer l'ambiance dans le vestiaire. Donc, si tu arrives à retrouver ce côté uni, mais que tu enchaînes les mauvais résultats, je pense que ça peut répéter parce que
Je pense pas que l'osmose soit si intacte que ça. Maintenant, si les résultats positifs s'enchaînent, bah, ça peut aller très vite. Le football, on le sait, hein, ça peut aller très vite en haut comme très vite en bas. On a vu aussi un peu le Paris Saint-Germain l'an passé. Beaucoup de joueurs critiquaient Luis Enrique, Dembélé n'était même pas son positionnement, l'utilisation, etc. Finalement, ils arrivent à être une équipe monstrueuse, à gagner la Ligue des Champions. Et puis, bah, Dembélé, quand il parle en interview de Luis Enrique, il dit c'est comme un second papa sportif. Donc, tu vois, je veux dire, ça va très très vite le foot. Et les résultats positifs, en général, ils apportent beaucoup d'osmose. Donc, j'espère, oui. Donc, de l'espoir, évidemment, j'en ai. Apparemment, Florentino Pérez a dit aussi à Xabi Alonso, quand t'as Vinicius dans ton équipe, tu peux pas le fâcher, tu peux pas te le mettre à dos. Tu crois un petit peu à ce genre de formule de Florentino Pérez dans un échange avec son entraîneur? C'est vrai que d'ailleurs, c'était sur la Cadena Ser où ils en parlaient, où le présentateur a balancé ça. C'est vrai que Pérez est plus historiquement un joueur, enfin un président de joueur que d'entraîneur. Oui. Ah, bah, c'est clair. Je veux dire, il y a juste à regarder combien de temps ont fait les entraîneurs. Mis à part Zidane Ancelotti là dernièrement, c'est dur de passer les 1 ou 2 ans avec Florentino. C'est très très compliqué, hein. Donc effectivement, et après qu'il lui ait glissé, que ce soit de manière humoristique ou non, oui, c'est fort possible, évidemment. Parce Mm. que en plus de l'intérêt sportif, il y a aussi d'autres intérêts qu'a Florentino Pérez. Et c'est un très grand businessman, on le connaît. Et donc, se mettre à dos Vinicius pour l'entraîneur et donc pour le club, bah, c'est pas bon non plus pour ses affaires. Et même si nous, ça nous intéresse pas, entre guillemets, et que les gens en ont marre de voir Florentino Pérez voir cet aspect-là et peut-être donner la priorité sur le sportif, bah, lui, ça reste un chef d'entreprise, ça reste un businessman. Et donc, s'il se le met à dos sportivement, il sait que bah, c'est pas super bon pour le Real. Mais si en plus, bah, il prolonge pas et puis qu'il part gratuitement, c'est pas non plus bon pour ses affaires. Donc, il ait pu lui glisser, oui, c'est évidemment fort possible. Bon, Barcelona, 13 matchs de championnat cette saison, 2 victoires, 5 matchs nuls, 6 défaites, 18e du championnat, 25 buts encaissés. Il semble loin quand même le Girona flamboyant là, qui titillait un petit peu les cadors presque pour le titre. Bah, qui s'est qualifié en Ligue des Champions, ouais. Il est loin, il est très loin. Et pourtant, je trouve que sur le papier, en tout cas individuellement, tu vois, comme quoi enchaîner les noms, c'est pas forcément une recette qui fonctionne. Liverpool en est la preuve d'ailleurs cette saison. Mais oui, Girona, sur le papier, pourtant, c'est plutôt pas mal individuellement. Il y a des bons joueurs hein, intrinsèquement. Mais ça prend pas. Pour le moment, en tout cas, ça prend pas du tout. Alors, ils restent sur 2 matchs sans défaite. C'est la première fois qu'ils enchaînent ça. Ils ont battu, je sais plus qui ils battent, je sais pas si c'est pas Valence, et ensuite ils font un nul contre le Betis. Mais du coup, c'est 2 résultats positifs. Et voilà, ils vont essayer de surfer là-dessus. Mais oui, je pense que ça va être une grosse lutte pour le maintien cette saison. Et franchement, je m'y attendais pas. Qu'ils soient pas à la lutte pour l'Europe, allez, à la limite, c'était potentiellement prévisible. Mais par contre, qu'ils soient à la lutte pour le maintien, vu l'effectif, c'est un peu surprenant. Alaves, c'est Alaves qui battent il y a 2 semaines. Enfin, avant la trêve. Ok. Et moi, il match Ouais, nul Valence, c'était plutôt dans la saison. Et match nul ensuite, effectivement, comme tu le notes, face au Real Betis lors de la dernière journée de championnat. Ça va jouer comment contre le Real? Parce qu'évidemment, quand on pense à Girona, pour ceux qui suivent pas forcément au quotidien encore cette saison la Liga, est-ce que ça va être le même Girona que l'on a connu ces dernières années ou est-ce que ça a un peu évolué au niveau du jeu? Non, déjà, c'est une équipe qui joue quand même plus défensivement. C'est plus une équipe spectacle. T'as plus Savigno, t'as plus Dobvik, t'as plus ces joueurs quand même qui faisaient des différences et qui étaient presque en surperformance, j'ai envie de dire. Là, t'as des bons joueurs de foot, mais par contre, c'est une équipe qui est plus défensive et qui défend pas super bien. Mais en règle générale, c'est un 4-5-1, beaucoup de densité au milieu de terrain. Mais c'est ni une équipe qui va jouer de manière très directe, ni une équipe qui est basée sur la possession. Franchement, Girona, c'est surtout une équipe qui souffre beaucoup dans tous ses matchs et qui va essayer d'être réaliste sur le peu d'occasions qu'elle aura. C'est ce type d'équipe. Donc, il n'y a pas forcément de force ultra incroyable. En tout cas, moi, je les ai pas décelés cette saison parce que, tu l'as dit, je veux dire, sur 13 matchs, il y a seulement 2 victoires. Donc, le reste du temps, c'est quand même très chaud. Tu sors un joueur ou pas du lot quand même? Il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter. Même s'il est plus tout jeune, il y a Axel Witsel, le Belge, qui est quand même très très bon. T'as aussi Brian Hill, qui, quand il a envie de jouer au football, est un très bon joueur de foot. Après, il est très irrégulier, mais c'est un bon joueur. Il y a Unai, qui a fait une Coupe du Monde 2018 très très bonne, qui est passé par Marseille, qui reste un joueur qui est quand même très très doué techniquement. Enfin voilà, il y a
Tsigankov aussi, je sais plus si c'est ça exactement son nom, désolé si je l'écorche. Mais voilà, ils ont quelques bons joueurs de foot. Après, c'est plutôt la mayonnaise qui prend pas collectivement, mais intrinsèquement, franchement, il y a des joueurs à surveiller parce qu'il y a de la qualité. Tu notais tout à l'heure en début de live, en introduction presque, cinquième déplacement consécutif là pour le Real Madrid, mine de rien, ce qui est énorme. On commence à en voir le bout, mais on n'y est pas encore, puisque le Real ira aussi mercredi prochain en déplacement et à Bilbao pour finir ce gros road trip, pour reprendre les expressions NBA. Moi, n'empêche que je m'en souviendrai hein, en fin de saison si quand on fera les comptes de cette période-là, parce que mine de rien, imposer comme ça à ton équipe 6 déplacements consécutifs, dont 4 en championnat, je pense que forcément ça laisse des traces, forcément tu dois en lâcher. Bah, comme tu l'as dit, si jamais la Liga se joue à 1 ou 2 points et que ça correspond à la période où on en a perdu, bah oui, on se dira, ok, Florentino sur le business c'était bien cool, le côté grosse pub mondiale pour la NFL c'était très bien, pour les revenus c'est bien aussi. Par contre, bah, c'est peut-être au détriment du sportif. Donc oui, peut-être qu'on fera des calculs d'apothicaire et qu'on se dira ouais, c'est à cause de ça qu'on n'a pas gagné la Liga, mais force est de constater que si on la perd pour 1 ou 2 points, on aura peut-être cette période, comme tu dis, en travers de la gorge, parce que si déplacement, c'est pas rien. Le Real va quand même retrouver le Bernabeu plus d'un mois, enfin 1 mois après, quoi. Hmm. Et ça fait beaucoup. Franchement, ça fait beaucoup. Et puis même pour les joueurs, pour les organismes. Et en plus, ça arrive fin novembre, début décembre, où bah, après ta prépa, quand même, bah, c'est là où tu commences à un petit peu être fatigué, quoi. Forcément, tu as eu 3 trêves internationales. Voilà, les jambes sont lourdes un peu pour tout le monde. C'est la période où voilà, tu vas avoir peut-être ta mini trêve bientôt là. Donc oui, les jambes sont lourdes et ça correspond à la pire période presque, même limite à laquelle ça a été opéré. À part si ça avait été là sur début décembre, ça aurait été encore pire. Mais on est pratiquement sur la pire période. Donc oui, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de faire de mauvais calculs, mais ça pourrait compter. On avait beaucoup d'attentes aussi par rapport au jeu que le Real de Xabi Alonso allait produire, et c'est marrant, hein. Décidément dans ton introduction t'as mis les doigts sur tout ce que je comptais développer aujourd'hui. La sensation c'est que Xabi avait... est-ce que c'est la sensation c'est pas que Xabi Alonso a mis aussi un peu justement ce jeu qu'il voulait développer, parce qu'on avait vraiment beaucoup d'attentes, voilà, ça va être un beau football, le pressing, etc. Ça va jouer haut, ça va dominer. Est-ce que t'as pas l'impression que il a mis un petit peu ça entre parenthèses, c'est-à-dire mettre en application vraiment ce qu'il a envie de mettre en place? Parce que là, ce qui compte à court terme, ce qui comptait face à Olympiakos, ce qui compte aussi, ce qui va compter aussi ce week-end à Bilbao et sur les 3-4 prochains matchs, ça va être les résultats, ça va être de gagner. Est-ce que tu vois aussi un peu les choses comme ça? Parce que c'est vrai qu'on n'arrête Ouais, pas de bah le tu noter. vois, On le note dans les débriefs, hein, le pressing il est où? Enfin, il y a plein de trucs qu'on a vu s'amorcer sur le début de saison qui ont disparu. Donc, ouais, j'ai vu un reportage sur Movistar dans la semaine ou la semaine dernière, je sais plus exactement, qui mettait le doigt dessus, en fait, qui disait Xabi Alonso est certainement venu avec. Alors, c'était une hypothèse, il n'y avait rien d'affirmé, c'était pas une affirmation, mais c'était une hypothèse. C'était Xabi Alonso, il est venu avec beaucoup d'intentions. On attendait de lui évidemment beaucoup de beaux jeux parce qu'à Leverkusen, c'est ce qu'il a produit, un football très offensif, un football où tu te crées 50 occasions par match. Il a donné un petit peu les prémices en Coupe du Monde des clubs parce qu'entre guillemets, bah, il avait rien à perdre. S'il la gagnait, bah, c'était prodigieux et s'il la gagnait pas, bah, c'était la continuité d'une saison qui était malheureusement déjà pas bonne. Mais il a été vite rattrapé par cette culture du résultat. C'est-à-dire que alors, il y avait Jorge Valdano qui était sur le plateau et puis d'autres disaient bah oui, mais quand tu es au Real Madrid, bah tu commences à jouer des adversaires un petit peu faibles et tu te dis OK, je vais prendre des points. Et puis après, bah tu te rends compte que bah ouais, finalement prendre un peu d'avance sur le Barça et l'Atlético qui démarrent pas très bien la saison, c'est important. Et puis bah du coup, essaye d'être efficace, pragmatique et te dire bon, le jeu, on verra peut-être plus tard si j'ai un peu d'avance, mais là il faut que j'emmagasine des points, il faut que je prenne de l'avance, il faut que je gagne parce que bah, au Real Madrid, je sais que si je gagne pas en tant que coach, ciao, je vais vite virer. Et donc, bah, je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Je pense qu'il aimerait mettre des 3-5-2 en place. Je pense il aimerait mettre un pressingo. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a cette envie et surtout ce besoin de résultat quand tu es coach du Real Madrid. Et puis aussi la réalité qu'il a découverte au fur et à mesure des semaines, des mois, c'est que bah, il a peut-être pas les joueurs pour faire ce qu'il a vraiment envie de faire. C'est aussi une possibilité. Donc forcément, il doit certainement jongler entre faire du beau jeu, essayer de plaire, mais gagner. Parce qu'au Real Madrid, ce qui compte plus que tout, c'est gagner. Et donc, bah, si ça doit passer par une culture du jeu qui est un peu moins belle esthétiquement, je pense qu'il s'en tape. Il veut avant tout gagner. C'est un gagnant. Il sait qu'il est dans un club qui veut gagner. Et donc, je pense que oui, il a peut-être, entre guillemets, mis ses idées un peu de
de beaux jeux ou de pressing très haut, comme c'était le cas sur le mondial des clubs, de côté. Et peut-être qu'avec le temps ou après une saison, il reviendra un peu là-dessus avec des profils cherchés, ciblés au mercato, s'il arrive à les avoir. Peut-être que sur une saison prochaine, ça pourrait être différent, ou alors sur la deuxième partie de saison. Mais je pense que là, il est un peu pris à la gorge par les résultats. Et du coup, je pense qu'on va voir ça pendant encore un peu de temps. Bah c'est ça, c'est qu'il y a le phénomène de tu fais une première contre-performance, tout de suite c'est attention, il en faut pas une deuxième, faut rebondir tout de suite. Là, tu fais une deuxième contre-performance. En plus d'avoir ta trêve, en plus t'as les épisodes aussi un petit peu de vestiaire, etc. Donc là, il a eu très très chaud. Donc troisième match, putain, tu refais une contre-performance. Là, c'est très 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 chaud. Donc oui, finalement après, tu reviens peut-être au B.A.-ba sur un côté beaucoup plus pragmatique, j'ai envie de dire, pour essayer de gagner, peu importe la manière. Donc on est d'accord que demain, dimanche, c'est la même chose. L'objectif, c'est Bah juste oui, de gagner et basta. clairement. Et puis surtout, tu vois, on le voit, avant même les trois mauvais résultats, il perd contre l'Atlético. Premier match de la saison qu'il perd, le reste, il a que des victoires. Bon, tout le monde se fait déjà allumer dans la presse. Il a connu cette pression en tant que joueur. Mais est-ce qu'il l'avait imaginé en tant que coach? Je suis pas sûr. Parce qu'après, il arrive contre le Barça, il se donne voilà, une bouffée d'air frais. Mais après, comme tu l'as dit, il y a le hors sportif qui commence à rentrer. Donc là, ça commence à être chaud. Est-ce que je sanctionne tel joueur? Est-ce que je fais comme j'en ai envie? Est-ce que je dois écouter le club? Ça. Et puis arrivent trois mauvaises performances. Et là, il y a de l'huile sur le feu plus que jamais. Il se dit, bon, bah, moi, il faut que je gagne parce que sinon, je passe pas l'hiver. Et donc, comme tu l'as dit, oui. Là, par exemple, Girona, demain, en plus, avec le nombre d'absents, il faut gagner. Et le reste, j'ai envie de dire, il va s'en foutre un peu. D'ailleurs, parlons de l'infirmerie. Faisons un petit point médical avec des infos toutes fraîches. Là, on tourne, il est midi 12 très précisément. L'entraînement, le dernier entraînement du Real Madrid est encore en cours. Hier, on n'avait que des bonnes nouvelles parce que bon, il y avait les absents encore habituels, c'est-à-dire Carvajal, David Alaba. On avait aussi Dino Essen qui était toujours absent et le club nous avait dit déjà hier que ce serait très compliqué pour Dino Essen. Sen, il n'est pas là, donc les trois que je viens de précédemment citer, on peut déjà les écarter. Et mine de rien, peut-être que tu rebondiras dessus, mais Dino Sen, ça commence à faire quand même quelques absences sur ce début de saison, mine de rien, sur des petits soucis techniques, physiques surtout. Euh, et Raúl Asensio, c'est la mauvaise nouvelle de la matinée. Alors il avait ressenti une petite gêne ce week-end. Là, rien à voir, mais il était absent à l'entraînement parce que gastro. On se souvient qu'en début de semaine, c'est Thibaut Courtois qui avait la gastro, donc bon, c'est pas très. Du coup, il est incertain. Du coup, Asensio, bon, est incertain pour le match de demain. Asensio, il faut le louer. Hein, c'est passé sur nos réseaux. Qui sur le match de la semaine a joué alors qu'il venait d'apprendre le décès de son grand-père. Donc je lui ai souvent tombé dessus, mais il faut reconnaître quand les mecs sont bonhommes, c'est quand même pas facile. On parle d'être humain. Quand tu perds un membre de ta famille, c'est pas évident. Il a joué. Et là, il est, comme tu dis, il est incertain, il n'est pas absent, c'est-à-dire qu'avec la gastro, potentiellement, il peut essayer de s'arracher. Donc lui, son état d'esprit, on peut le louer quand même. C'est un vrai gaillard, c'est un vrai soldat. Donc ça, il faut le louer. Mais oui, effectivement, Thibaut Courtois avait la gastro, qu'un deuxième joueur du Real l'est. Malheureusement, on sait très bien que ces virus, ça se propage très rapidement, donc ce serait malheureusement pas de surprise. Ouais. Je crois que c'est l'année dernière, à un moment donné, on avait eu 3-4 cas, je crois, à un moment donné, pareil, c'était la gastro. Ensuite, on a quand même des bonnes nouvelles. Antonio Rudiger continue, s'entraîne encore aujourd'hui. Le club nous disait hier, ça va dépendre de ses, Sensation. voilà, de ses sensations du jour à l'entraînement. Est-ce qu'il sera là dans le groupe ou pas? Bon, moi j'ai quand même plutôt bon espoir qu'il soit au moins dans le groupe et pas impossible que l'information sur Asensio accélère un peu le truc, même si bon, je pense que le plus important c'est de penser à Rudiger et pas prendre de risques, mais j'ai bon espoir vraiment pour que Rudiger soit dans le groupe. De même pour Franco Mastantuono, pareil, là son entourage a pu nous confirmer que il y avait de grandes chances qu'il joue. Qu'il puisse jouer, qu'il soit disponible en tout cas. Après, ce serait évidemment à la discrétion du coach, mais il s'entraîne aussi ce matin, Mastantuono, donc on peut s'attendre au retour de l'Argentin dans le groupe. Et après, Bellingham, il n'y a pas de problème. Après cet épisode, la surcharge musculaire qu'on n'a pas trop compris. Eder Militao s'entraîne également dans le groupe. Pareil, hier, il a fait une partie de l'entraînement. Perso, il sera peut-être dans le groupe, mais j'ai du mal à l'imaginer de retour quand même pour ce week-end. Je pense qu'il faut plutôt penser à peut-être mercredi ou sinon la semaine prochaine. Parce qu'on l'a vu de façon avec plusieurs joueurs, notamment là avec Rudiger par exemple. Bah, Rudiger, ça fait une semaine qu'il s'entraîne déjà normalement avec le groupe, et pourtant, bah, sur les deux dernières rencontres, il était toujours pas dans le groupe, donc il y a une forme de précaution quand même qui est vraiment prise par Xabi Alonso. Donc voilà,
Mitao, c'est bon signe, c'est qu'il est bientôt de retour. Maintenant, ce week-end, je pense qu'il sera un peu juste. Et du coup, avec tout ça, c'est quand même pas mal d'absents et encore des problèmes défensifs surtout. Ouais, et je pense que cette potentielle absence d'Asensio, oui, va peut-être va forcer entre guillemets le club et Rudiger à se dire bah est-ce que tu es dispo, est-ce que tu peux jouer parce qu'il y a quand même là en l'état actuel des choses des chances qu'il soit titulaire alors qu'il revient tout juste. Ou alors ils font un petit peu ce qu'on leur reproche depuis longtemps, prendre des jeunes. Prendre des jeunes, essayer de faire confiance, même si oui, il y a une Liga à jouer. Oui, le Castilla, c'est pas le niveau de la Liga. Je suis le premier à l'avoir dit et répété plein de fois. Maintenant, le club a de gros espoirs en une personne qui s'appelle Joan Martinez, qui est très jeune, mais qui revient très bien avec le Castilla, qui est T'as très bon. Aguado aussi. Le jeune Aguado aussi, non? C'est moins bon, Aguado. Ouais. Aguado, pour le coup, c'est quand même moins bon, et c'est pas toujours titulaire d'ailleurs. Donc, mais en tout cas, peu importe. Même la Mini Fati, enfin bref, on a déjà évoqué des noms. Il y a des joueurs qui, en tout cas, peuvent rentrer dans le groupe. Et puis surtout, je me dis, bah, Militao, il est très incertain. En tout cas, pour être titulaire, c'est compliqué. Rudiger, c'est pas si simple. Huysen aurait la gastro. Alaba n'est pas là. Ça fait beaucoup, en fait. Hossein, c'est musculaire. C'est Asensio la gastro. Oui, bah, j'ai inversé, pardon, mais Asensio la gastro et Huysen pas là. Donc, bah, au final, tu n'as plus de centraux pratiquement. Donc, à un moment donné, on va pas revoir Carreras comme on l'a vu. Moi, je pense qu'on va le revoir malheureusement, mais il faut pas. En fait, il faut pas le voir comme contre l'Olympiakos. C'est pas possible de composer comme ça. Donc, s'il faut faire venir des jeunes comme le font tous les clubs de la terre entière, bah, faudrait le faire. Mais voilà, on verra ce que le club va en penser. Je sais qu'une blessure comme Rudiger, à mon avis, ils peuvent facilement se dire qu'il s'est entraîné avec le groupe et puis tu prends un ou deux anti-inflammatoires et puis ça peut le faire pour le match. Je pense qu'ils vont agir comme ça, mais moi, ça me déplairait pas qu'il y ait un ou deux jeunes qui rentrent dans ce groupe parce que bah, je pense qu'il faut pas prendre trop de risques non plus. Tu l'as dit, c'est aussi des joueurs qui sont, à part pour Militao, Hussein, mais Rudiger, c'est un joueur qui est plus de trentenaire. À la base, c'est pareil, c'est quand même beaucoup de rechutes. Bah, je pense qu'il faut être très précautionneux, même pour un Hussein qui est très jeune, mais qui rechute quand même pas mal, qui a beaucoup de blessures musculaires sur le début de saison. Je pense que si on verrait un ou deux jeunes essayer de rentrer dans le groupe pour suppléer des mecs qui vont dans tous les cas pas commencer le match à 100%, bah, ça serait pas pour me déplaire. C'est Punto qui faisait la remarque, c'était en milieu de semaine quand entre nous on papotait quelles questions on va poser éventuellement à Xabi Alonso si on nous donne la parole en conférence de presse sur le fait que c'est vrai que le secteur défensif et particulièrement les centraux, c'est là où on a vraiment énormément de blessures. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou simplement c'est de fait bah, les profils qui sont des profils plus fragiles et un peu de malchance Bah, moi, j'arrive pas à voir pourquoi il y aurait une raison qui rationnels? explique que les, Hmm. les centraux soient blessés. Non, je pense que c'est plus les profils, tout simplement. David Alaba, c'est pas une surprise, hein. David Alaba, je sais pas s'il a déjà fait une saison à plus de 20 matchs. Je veux dire, toute sa vie, ça a été comme ça. Dino Huysen, bon bah on le connaissait pas. Asensio, bon bah lui c'est plus des virus, mais je veux dire sinon c'est pas un joueur blessé, donc là c'est un concours de circonstances. Pas de bol, ouais. Militao, c'est un joueur qui revient de double croisé. Et Rudiger, c'est un joueur aussi qui a subi une opération et qui est plus de trentenaire et qui enchaîne les saisons depuis pratiquement 20 ans. Donc moi il y a pas, je trouve pas que ce soit illogique, hein. Et puis on le dit, on le répète toujours, tous les clubs sont. Alors, si tu es arrivé à ce niveau, abonne-toi à la chaîne et partage. Je crois que le Real va gagner ce match aujourd'hui. Je vais me jeter dans l'eau. Le Real va gagner malgré les difficultés que Xavi Alonso trouve. Je crois que le Real va s'en sortir aujourd'hui. Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et on se donne rendez-vous dans un prochain numéro. Ciao.